RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Vous êtes le secrétaire général du parti Nouvel Élan, du candidat numéro 24, Adolphe Mouzito. Alors, aujourd'hui démarre la campagne. Quelles seront les principales étapes de la vôtre? Merci beaucoup, Monsieur Christian Lusakweno. Je profite également pour saluer Monsieur Thierry Kambundi en face de moi. Pour répondre à votre question, je pense que le plus important, c'est que nous sommes aujourd'hui, en tout cas le 19 novembre, la date prévue par la Commission électorale nationale indépendante pour le début de la campagne. Et nous, au niveau du Nouvel Élan, nous sommes en train effectivement de finaliser parce que il faut les noter que le Congo est un pays continent. Nous avons 26 provinces, nous avons 145 territoires et autant de secteurs. Il faut effectivement arriver à déterminer l'étape où nous allons commencer, parce que c'est vrai, nous avons déjà une idée de là où nous pouvons commencer, mais il y a tellement des sollicitations, il y a tellement des sujets qui font parfois que nous puissions par moment bouger ce que nous avions déjà prévu en termes de tournée, mais en tout cas aujourd'hui nous avons une dernière réunion, la toute dernière, pour nous permettre effectivement de maintenir ou de modifier ce qui avait été prévu. Le jour du début de la campagne, vous ne savez toujours pas exactement où vous allez aller? Non, je le dis que nous avons déjà un ébauche. Vous êtes à l'étape d'ébauche le jour de la première journée de la campagne. J'appelle ça ébauche parce que nous ne l'avions pas encore exécuté. Tant que nous ne l'avions pas encore exécuté, tout peut arriver avant l'heure du départ. C'est que nous pouvons changer à tout moment. Et comme je l'ai dit, par exemple, les amis, nos camarades de l'Équateur appellent parce qu'il y a eu autant de naufrages là-bas, il y a eu autant de problèmes. Ils auraient aimé que nous puissions, avec le candidat numéro 24, Adolphe Mouzito, puissions commencer la campagne chez eux de manière à leur réconforter par rapport à ce qui est arrivé. Les camarades de l'Est de la République, avec l'idée de réaction d'un mur de séparation avec le Rwanda, l'idée de la guerre, ils souhaitent aussi que nous puissions commencer chez eux. Les amis du Congo central, il y en a comme ça autant de demandes, mais c'est vrai, comme je l'ai dit, nous avons déjà une idée de là où nous devons commencer. Mais nous sommes en train, avec le responsable des provinces, en train de voir en définitive où nous devons commencer selon leurs sollicitations, où nous maintenons le calendrier, les canevas que nous, au niveau national, avions prévu. Alors je reviens à ma question. Vous ne savez pas encore vraiment où, enfin vous êtes au niveau des boches, vous le dites, mais vous commencez quand? Aujourd'hui, c'est le premier jour. Vous commencerez quand? Aujourd'hui, demain, dans quelques jours, quand? Non, nous commençons officiellement le mercredi. Le mercredi, pourquoi? Parce que c'est le jour et la date prévue pour le candidat numéro 24, le camarade Adolphe Mouzito, pour présenter officiellement son offre politique à l'opinion tant nationale qu'internationale. C'est vrai, l'opinion a besoin d'écouter, de suivre son développement, comment il articule ses idées par rapport justement à cette campagne, de manière à ce que cette opinion se détermine pour ou non s'il faut qu'il vote pour lui. Mais nous savons que jusque-là, ayant parcouru en tout cas rapidement quelques programmes, nous sentons que jusque-là nous avons le meilleur programme qui va effectivement accrocher et qui va permettre au peuple de se déterminer par rapport à notre candidat numéro 24. Parlant de ce programme, quels sont vos principaux thèmes de campagne et qu'espériez-vous avoir obtenu à la fin? Le premier, je parlerai de la titrisation. Vous savez, aujourd'hui, la titrisation de terre, il y a un problème par rapport à notre pays. Comme vous le savez, le Congo est né juridiquement en 1960 et en 1960, nous considérons qu'avant cette indépendance, il y a eu des communautés qui étaient propriétaires des terres.
Et lorsque le Belge est arrivé, lorsque l'État s'est mis en place, il a fallu justement reconnaître le droit à ces communautés locales de manière à leur permettre de bénéficier justement de ce droit et de participer au capital ou en tout cas à la création de la richesse. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait tel qu'on l'aurait aimé. Voilà pourquoi nous, au Nouvel Élan, avec le candidat numéro 24, Adolphe Mosito, nous avions estimé qu'il faut justement travailler, il faut justement remettre sur la table cette idée de la titrisation de terre, de manière à ce que nous puissions voir comment aller dans de réformes pour replacer les communautés locales dans leur place, qu'ils bénéficient de leurs droits, puisque ayant été propriétaires de le départ. Le deuxième thème de campagne, c'est effectivement par rapport à la sécurité ou à l'insécurité dans la partie est de notre pays. Nous avions estimé que après plus de 2 décennies de l'insécurité dans la partie est de notre pays, il faut que nous, comme Congolais, nous puissions nous prendre en charge, nous puissions libérer l'Est de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, l'Ouest du Congo, nous vivons dans un pays précaire, mais tout peut arriver tant que nous n'allons pas travailler, nous n'allons pas nous impliquer pour que nous puissions retrouver la paix dans la partie est de notre pays. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il fallait effectivement faire la guerre, mettre en place des dispositions nécessaires pour permettre au FARDC, c'est-à-dire nos forces, d'être capables de mater toutes les forces négatives, mais surtout les pays frontaliers qui s'amusent, qui se donnent le loisir de nous inquiéter chaque fois qu'ils sentent le besoin à leur niveau. Nous avions dit, il ne faut plus que cela continue, il faut armer nos forces de manière à ce qu'ils jouent leur rôle constitutionnellement prévu. Mais également, nous avions parlé de l'idée de l'érection d'un mur de séparation. D'ailleurs, nous avions suivi un des candidats, parmi les 26 candidats, vanter cette idée. Et nous, en tant que républicains, nous avions estimé que tant que nos idées, même si ça peut traverser de camps politiques, mais si ça peut bénéficier à notre peuple, quoi de plus normal? Voilà pourquoi nous estimons que nous devons travailler, continuer à matérialiser cette idée de l'érection d'un mur de séparation pour permettre justement à ce que nous puissions bénéficier d'une accalmie ou mieux de la paix dans la partie est de notre pays. Donc voilà, là ce sont les thèmes, les 3 thèmes, principaux thèmes, mais surtout il faut noter que le plus important dans tout ce que nous voulons faire, c'est de permettre à notre peuple de vivre, en tout cas, comme il le faut, vivre comme un citoyen digne de la terre. Et pour vivre comme un citoyen digne, non seulement que nous devons sécuriser la partie est de notre pays, mais surtout nous devons tout faire pour stabiliser l'économie de notre pays. Et par rapport à l'économie, vous savez, Adolphe Mosito a fait preuve. Alors qu'il était Premier ministre en son temps, il a montré sa capacité managériale, il a démontré sa technicité en quadruplant le budget qu'il avait trouvé de 800 millions et il avait doublé en tout cas le PIB. Et aujourd'hui, avec le perspective que présente la République démocratique du Congo, je crois le mercredi, il va nous présenter les chiffres que nous comptons justement lancer pour relancer l'économie de la République démocratique du Congo de manière à nous permettre effectivement de prendre en charge le volet défense pour sécuriser l'Est de notre pays. Il nous faut un budget conséquent pour aller dans des réformes en ce qui concerne la titrisation. Il nous faut également un budget et tout ça, comme on dit, montrez-nous faites-nous de l'économie, nous allons faire la bonne politique. Donc c'est ça justement, c'est qui va conduire la politique ou la campagne du candidat numéro 24 Adolphe Mosito. Le candidat numéro 24 qui a déjà été Premier ministre et qui sait comment ça fonctionne, toutes ces réformes, il les fait ou il le fera avec quelle majorité? Est-ce que de ce côté-ci aussi, travail a été fait? Déjà, moi-même, comme secrétaire général du parti Nouvel Élan, je suis candidat député national dans la circonscription électorale de la Funa. Je suis le candidat numéro 777. Et partant, je peux vous rassurer que nous avons 2 listes. La liste du parti politique Nouvel Élan, où nous avons
plus de 300 candidats députés nationaux. Nous en avons également plus de 600 au niveau provincial. Mais nous avons également une deuxième liste où nous avons regroupé tous nos alliés, mais également les surplus des nouvel élans dans différentes autres circonscriptions. Ce qui fait qu'à ce jour, nous avons aligné plus de 1500 candidats au niveau national et un peu plus de 1000 aussi au niveau de la députation provinciale. Tout ça, c'est pour dire que la vision que le candidat numéro 24 porte, nous savons qu'elle ne pourra être matérialisée que si nous avons une majorité au niveau relative ou absolu. Mais le plus important, c'est d'avoir d'abord une majorité confortable au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau des assemblées provinciales. Nous devons avoir des majorités pour nous permettre, non seulement au niveau national, de matérialiser la vision telle que développée ici, et ça sera explicité, développé par le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, le mercredi prochain, mais au niveau de province, puisque nous tenons aussi sur la décentralisation. Je peux ouvrir juste une parenthèse pour vous montrer un élément. Cela va être très court, parce que... Très court. Très critiques aussi ont été les différents successeurs ou observateurs de M. Muzito sur le sujet, en ce qui concerne notamment la rétrocession, quand il était Premier ministre. Non, Adolphe Muzito n'avait pas appliqué la rétrocession, mais il avait appliqué effectivement la rétrocession au lieu de la retenir à la source. Parce que l'idée ici pour Adolphe Muzito, c'est qu'il fallait voir chaque province par rapport à sa capacité contributive. Vous savez, à l'époque, il y avait des provinces telles que la province de l'Équateur, la province du Bandundu, et puis, je crois, la province oui, les deux provinces principalement, qui n'arrivaient pas à contribuer tel que souhaité. Ce qui fait que s'il fallait appliquer à la lettre l'esprit ou le principe de retenir à la source, ces provinces n'allaient rien bénéficier par rapport à leur développement, par rapport à leur fonctionnement même. C'est comme ça qu'il avait appliqué en tant que gestionnaire, en tant que coordonnateur du gouvernement, le principe de rétrocession pour permettre aux provinces comme la ville-province de Kinshasa, la province du Congo central, la province du Katanga, le Grand Katanga à l'époque, qui contribuait à plus de 50% du budget de l'époque, de permettre aux autres provinces qui n'arrivaient pas à mobiliser de bénéficier aussi de la mobilisation de ces provinces-là. Parce qu'il faut rappeler qu'avant 1960, le Congo a bénéficié aussi des richesses de ces différentes provinces, notamment le Quater avec les VA, avec le caoutchouc. Mais aujourd'hui, puisque ces provinces ne produisent presque pas, il ne fallait pas leur discriminer. Il fallait appliquer une intelligence, une théorie qui allait permettre à ce que ces provinces bénéficient aussi de ces richesses, parce qu'ayant contribué à la création de la richesse des autres provinces, notamment le Katanga et la province du Congo central. C'est comme ça qu'il avait appliqué. Donc ça a été motivé. Ce n'est pas un principe qui avait été imposé sans éléments qui pouvaient justement justifier cette application. Voilà pourquoi, à l'époque, malgré cela, il n'y a pas eu de tollé, il n'y a pas eu, en tout cas, de soulèvement, puisque toutes les autorités, tant au niveau national que provincial, avaient compris le bien fondé de cette politique, et c'est ce qui a permis à ce que toutes ces provinces-là, le Quater notamment, de bien fonctionner. Merci beaucoup, M. Blanchard Mongomba. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti Nouvel Élan, du candidat numéro 24, Adolphe Muzito. Bon courage et nous resterons attachés à vous tout au long de ce long mois de campagne. À très bientôt. Merci beaucoup, M. Christian Lusakweno. Je rappelle que moi-même, je suis candidat député national dans la circonscription électorale de la Funa, où je porte le numéro 777. Lancé le temps de la campagne, vous avez suivi ce qu'il a dit, ce qu'il a prononcé, on a pris quelques-uns ici. Et quelle est votre réaction particulièrement? Non, ben d'abord, merci une fois de plus, Dan, pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur. Oui. Et je dirais que effectivement, nous sommes pendant la période de campagne électorale. Ce qui est sûr, tout le monde, chaque candidat aura la liberté. C'est vrai qu'il ne faudra pas aller au-delà des limites prévues par la loi, mais du moins, nous reconnaissons le droit à chaque candidat de dire ce qu'il pense pour séduire
son électorat. Et dans les dires de M. Tshisekedi hier, je compris que effectivement, il est dans une démarche de vouloir séduire. Parce que lorsque il cite les candidats des étrangers, n'oublions pas que M. Tshisekedi lui-même, lorsqu'il arrive au pouvoir, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, on s'est posé de questions. Est-ce que c'est vraiment sa légitimité, tirer sa source vraiment du peuple? Toutes ces questions-là, jusqu'à aujourd'hui, on a par moment du mal à trouver des réponses. Parce que lorsque je suis, par exemple, Messieurs Corneille Nangaa qui dit deux choses, jusque-là, je suis toujours dans le questionnement de savoir si, effectivement, Messieurs Félix n'était pas non plus le candidat de l'étranger ou le candidat des Congolais. Lorsqu'il parle de la gouvernance, c'est bien bon, il faut parler de la gouvernance de certains, puisqu'ils ont eu à gérer, mais aujourd'hui également, nous pouvons scruter, nous pouvons analyser la gouvernance de messieurs Félix Tshisekedi pour comprendre qu'il y a quand même de problèmes que nous pouvons reprocher. Puisque si il faut voir le perspective que présente la République démocratique du Congo ou que présentait la République démocratique du Congo lorsque messieurs Félix Tshisekedi accédait au pouvoir et les efforts fournis par messieurs Félix Tshisekedi et son gouvernement, je peux me permettre de dire qu'ils auraient pu faire un peu plus partant de perspectives, partant de, en tout cas, de potentialités que présente notre pays. Mais malheureusement, vous sentez que nous sommes encore dans le balbutiement, nous sommes encore en train de boitiller, ça montre qu'il y a encore de problèmes. Donc, je conclus par rapport à cette question en disant que on a entendu messieurs Félix Tshisekedi, mais personnellement, je n'ai pas suivi ce qu'il compte faire, ce qu'il compte proposer de nouveau à notre peuple. Parce que lui, comme gestionnaire, il devrait commencer par donner son bilan. Qu'est-ce qu'il avait trouvé lorsqu'il accédait au pouvoir avec des chiffres, avec des indicateurs bien précis, et nous dire ce qu'il a pu faire en partant de ce qu'il a trouvé. Il démontre ce qu'il a fait, les décalages ou la démarcation qu'il a pu créer et ce qu'il compte faire dans les prochaines années si jamais le peuple pourrait encore lui redonner confiance, lui donner confiance. Nouvel élan, Adolphe Muzito, votre candidat, avait soutenu Martin Fayulu en 2018 et aujourd'hui, quelle est la position de Nouvel Élan? Quelle est la position de Adolphe Muzito? Est-ce qu'il va faire cavalier seul ou il va aussi se rallier à d'autres candidats? Non, mais Adolphe Muzito est candidat président de la République. Le numéro 24 à la présidentielle, c'est bien Adolphe Muzito. Et je vous apprends, je vous annonce officiellement que c'est déjà ce mercredi au Collège Boboto, la salle du Collège Boboto, que le candidat numéro 24, M. Adolphe Muzito, le prochain président de la République, va présenter son offre politique, son programme, avec chiffres à l'appui, montrer d'où nous venons, c'est-à-dire où se trouve le Congo actuellement, ce qu'il compte présenter en termes de projection, partant de perspectives que présente notre pays, et démontrer les déroulés, comment il entend mettre en place ces politiques publiques pour atteindre, par exemple, le PIB que nous comptons, en tout cas... Est-ce que vous allez faire cavalier solitaire ou vous allez vous rallier à un autre candidat? Nous ne fermons pas le porte aux autres, aux candidats qui veulent se rallier à Adolphe Muzito. Adolphe Muzito est le candidat de Congolais et il pense avoir le meilleur programme que tous les autres candidats. Ce qui fait que les candidats qui voudront accompagner sa vision, qui voudront l'accompagner avec ce qu'il présente en termes de l'offre politique, eh bien, comme nous le disons toujours, que le Congo est un pays continent, on ne peut pas s'engager dans la présidentielle et espérer gagner tout seul. Donc, il est possible que nous puissions être en tout cas soutenus ou rejoints par certains candidats. En tout cas, nous leur disons déjà que les portes sont grandement ouvertes. Donc nous ne pouvons pas refuser l'appui des uns et des autres. Tout à fait. Pour finir, avant de donner la parole à M. Deo Bizoubou, alors, pourquoi vous n'avez pas été en Afrique du Sud avec les autres les délégués des autres leaders politiques? C'est parce que nous avons estimé qu'en Afrique du Sud, les délégués des leaders politiques ou candidats présidents de la République étaient allés
pour, en tout cas, discuter autour de leur positionnement personnel. Et nous avions estimé que puisque nous sommes pendant la période, aujourd'hui on est déjà en pleine campagne, à l'époque on était dans la période de pré-campagne, nous avions estimé qu'il fallait se concentrer pour proposer à notre peuple, en tout cas, un programme alternatif par rapport à ce que nous avions vu pendant la gouvernance de M. Félix Tshisekedi. Aller passer les temps en Afrique du Sud et n'est pas se mettre d'accord, c'est vrai. Aujourd'hui, nous entendons ça et là, ici et là, le ralliement de certains candidats. Tant mieux pour eux, mais nous avions estimé... Est-ce que vous avez reçu l'invitation de la Fondation Kofi Annan? Est-ce que vous avez reçu effectivement, il y a eu de contacts, en fait, des invitations, des appels. Les gens nous ont contactés pour ces échanges, mais nous leur avions posé la question de savoir si il était question d'aller discuter des personnes ou c'était pour aller discuter d'un programme pour l'intérêt du peuple. Lorsque nous avions conclu à notre niveau qu'il était question de discuter autour de personnes, nous avions estimé que ce n'était pas prioritaire en ces moments-là. Ce qui était prioritaire, le plus important pour nous, c'était de nous concentrer sur l'offre à présenter à notre peuple. Parce que l'offre, c'est les contrats sociaux qui va lier le président de la République, Adolphe Mouzito, en 2024, et le peuple congolais qui va le voter sur base de ces programmes. D'où il fallait se concentrer pour présenter un meilleur programme chiffré, quantifié dans le temps et dans l'espace pour justement ne pas taper à côté comme nous l'avions vu avec d'autres pendant les législatures passées. Merci, Maître Blanchard Bongoba. Alors, Monsieur Deo Bizibou, c'est la première fois que vous êtes avec nous sur ce plateau de Congo Buzz Télévision. Alors, je vous pose la question, je crois que vous avez été au Stade des Martyrs, certainement hier. Le chef de l'État a dit, dans son discours, le candidat de l'étranger ne sera pas cité le nom de l'agresseur de la partie est de notre pays. Est-ce qu'on peut savoir à qui le chef de l'État faisait allusion exactement? Merci beaucoup pour l'invitation, M. Dan. Oui. Je voudrais d'abord, comme c'est la première fois que vous disiez, mon nom c'est plutôt Deo Bizibou Balola. Bizibou Balola. Bizibou Balola, pas Bizoubou. Parce qu'il faut faire attention, j'insiste, chaque fois que ouais, la partie Est, elle est très sensible. Oui. De telle sorte que par moment vous citez mal les noms, vous allez prononcer mal les noms de quelqu'un, facilement il est de l'autre côté de la frontière, au Rwanda. Moi, je suis Bizibou Balola, je suis originaire du Sud Kivu. D'accord. Bukavu, originaire du territoire des Cabarets. Je vous excuse d'avoir mal prononcé votre voilà. nom. Monsieur Deo Bizibou. Je vous remercie pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur qui est en face de moi, Maître Blanchard. Heureux de vous retrouver. Merci. Je voudrais dire que le chef de l'État, il a effectué hier, il a entamé la campagne électorale par Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? C'est la capitale. Et là, il a parlé en lingala, comme Manamboka exactement. Et lorsqu'il dit que... D'abord, je voudrais quand même, un tout petit brièvement, ouvrir une parenthèse que j'ai aussi fermée par rapport à ce que disait Maître Blanchard. Vous savez, lorsqu'on a été au pouvoir, avant Félix-Antoine Tshisekedi, dans les anciens régimes comme président Félix-Antoine Tshisekedi, il est parfois difficile de reconnaître ces bons effectués par Félix-Antoine Tshisekedi. En seulement, il a même insisté hier, seulement presque 3 ans. Parce que les 2 premières années là-bas ont été caractérisées par, il a parlé de, comme on dit à Kinshasa en lingala, corrompoint. C'est-à-dire les anciens, M. Kabangé avec son régime, qui il tenait à ce que, parce que, n'oublions pas que M. Kabangé voulait que Félix-Antoine Tshisekedi soit au pouvoir pour 5 ans, qu'il le gère, qu'il n'y ait aucune avancée, et que les populations disent finalement, voilà, il n'a rien fait, il doit partir. Et vous vous rappelez, à l'époque là, on parlait des pantins, on parlait de quelqu'un qui venait chauffer juste le siège, et de M. Kabangé, les gens qui reviennent. Ça a pris 2 ans. Vous savez, pour défaire plutôt, M. Kabangé, lorsque le chef avait parlé du déboulonnement à l'époque, on ne l'avait pas cru. Et pour isoler M. Kabangé, nous sommes en train d'aller aux élections. Il n'est pas là. C'est pas facile. C'est du travail. Il a fallu être Félix-Antoine Tshisekedi pour y parvenir. J'ai en face de moi mon co-débatteur qui a été avec l'ancien régime de M. Kabangé. M. Mouzito a été, si j'ai bonne mémoire, 2008
en 2012, il était Premier ministre. Nous savons, il n'avait pas démissionné formellement pour dire que je quitte. Non, il a été dans ce régime. Et vous savez, ce régime-là nous avait laissé combien comme budget? C'est 4 milliards. Ce régime-là, 4 milliards. C'est normal que lorsque on voit ce que fait Fils Antoine, je reconnais que rien n'est parfait sur la terre ici. Lorsque l'homme agit, ce n'est pas parfait. C'est une œuvre à parfaire. Mais à voir là d'où nous venons du gouffre. Fils Antoine Tshisekedi le relèvement a déjà commencé pour cette nation ici. Et je veux dire que le chef d'État n'a pas été devant les militants de l'Union sacrée. Non. Il a été devant la population qui est venue. Parce que pendant la campagne électorale, toute personne, tout Congolais est loisible d'aller écouter. Tout candidat. Il n'y a pas de souci. Et bien entendu, la majorité est composée par les doctorats pour le candidat. Ferait à nouveau confiance au chef de l'État. Quels sont les éléments probants? Je viens d'avoir la première question que vous avez posée. Vous avez posé la question des candidats de l'étranger. Tout à fait, candidats de l'étranger. Parce que vous étiez en train de chercher de brosser un peu les bilans. Je suis entré dans le même... Oui. J'arrive. D'abord, pourquoi? Pourquoi? Je commence par la protection de notre case, notre mère patrie, qu'est la République démocratique du Congo. On n'avait jamais eu un chef de l'État qui tienne le front au Rwanda et aux agresseurs comme le fait Fils Antoine Tshisekedi aujourd'hui. On ne l'avait jamais vu. M. Kagame a décidé de Kigali de prendre en une semaine Goma, Bukavu, Uvira tombé en une semaine. On a même vu Mutebousi, Laurent Nkunda, partir de Goma à 200 km pour aller rejoindre Mutebousi dans la ville et prendre Bukavu. Vous vous rappelez, nous sommes en 2002-2003. Voyez-vous. Et aujourd'hui, le front est tenu par le chef de l'État, le commandant suprême de l'armée. L'armée est en train d'être... Quand vous constatez aujourd'hui, c'est depuis des décennies. Les questions de l'Est sont un franc succès pour les 5 ans du pouvoir en place. Parce que vous évoquez les cas de l'Est de la RDC parmi les éléments. Je dis, nous contenons le chef de l'État, tient les fronts. C'est depuis pratiquement... donc, Bukavu n'est pas tombé, Uvira n'est pas tombé, Goma n'est pas tombé, et ainsi de suite. Nous sommes en train... on circonscrit cette menace. C'est un franc succès. J'arrive par rapport à là d'où nous venons. Vous avez dit qu'en une semaine, Bukavu, Uvira, Goma tombé. Vous avez vécu ça. Et c'est de l'histoire tout à fait récente. Ensuite, venons-en d'abord à la liberté. Parce que le régime qui nous a précédé, c'était un régime qui caporalisait les institutions et les individus. Nous avons eu dans ce pays des personnes qui étaient interdites de mettre pied dans ce pays. L'armée avait été liquéfiée. On n'avait plus d'armée ici au Congo. Rappelez-vous que cette armée a été dirigée par un certain James Kabarebe, qui a été chef d'état-major de l'armée congolaise. Et n'oubliez pas que le régime précédent n'a été que la continuité de l'AFDEL. Ne revenons pas sur d'où sont venus les uns et les autres. Donc, de ce côté-là, le front est contenu. Vous savez, arrêter la guerre, la terminer, ça prend du temps. Et c'est comme ça que je viens à la question que vous avez posée. Sun Tzu nous dit quoi dans l'art de la guerre? Il dit, il faut connaître l'ennemi et se connaître soi-même. Plus vous connaissez votre ennemi, vous connaissez vous-même, 100% vous serez gagnant. Or, pour connaître l'ennemi, vous voulez mettre fin à la guerre, commencez par identifier l'ennemi, parce que vous n'allez pas connaître quelqu'un que vous ne savez pas identifier. Mais aujourd'hui, les frontières, la RDC telle que l'on l'a pris dans toutes les frontières, on n'a pas la même superficie. Il y a des territoires qui sont aussi aujourd'hui, qui sont pris entre les mains des rebelles. Vous avez Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, qui sont aujourd'hui entre les mains des rebelles du M23. Est-ce que c'est dans cet état-là que vous avez pris le pouvoir en 2019? Vous savez, nous avons... Est-ce que vous aviez hérité des territoires qui étaient occupés par les rebelles? Je vous ai dit, ils étaient occupés d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'ils étaient... D'une façon ou d'une autre, tellement on avait liquéfié l'armée. C'est comme ça que moi je vous ai dit qu'on avait des officiers. D'abord parce qu'on avait des officiers qui travaillaient pour l'étranger. Absolument. Rappelez-vous que le chef de l'État a eu à prendre une ordonnance dans ce pays pour chasser de l'armée des officiers qui collaboraient avec l'étranger. Il y en a qui sont même en prison, voyez-vous. Pour dire que, pour détricoter ce que M. James Kabarebe et les Rwandais ont tricoté dans les réseaux de l'armée
et des services de renseignement, ils l'ont fait depuis 1997. Et ce sont des décennies pour détricoter, pour être en mesure d'éloigner, parce que la guerre, il faut faire attention, on ne gagne pas la guerre seulement avec les armes. Non. L'armée, la police, ils font le travail, ils sont comme les yeux et les oreilles pour l'homme. Avant de faire le mouvement, il faut avoir les renseignements. Très bien. Or, tous ces renseignements-là, tous les réseaux étaient truffés d'argent à la solde. Et c'est comme ça que ça prend du temps, bien entendu. Au moins, ce feront les chefs de l'État circonscrits. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons parlé de la loi de programmation militaire dont on ne parlait plus jamais dans ce pays. Le budget de l'armée est monté. Donc la question de l'Est est un succès. Je dis, c'est un succès dans la mesure où le Rwanda ne fait plus n'importe comment, ne fait plus n'importe quoi à l'est du pays. Vous avez appris comment l'or traversait vers le Rwanda. Donc, le Rwanda exportait l'or, venu du Kivu. Ouais. Il n'y a pas longtemps, on est allé prendre des gens, on les a accueillis. D'accord. On les a pris la main dans le sac. Je voulais dire que nous venons de loin. Le chef de l'État, je comprends que le collègue n'a pas été, le secrétaire général n'a pas été au stade hier, mais le chef de l'État a donné le bilan. Il a dit que lorsqu'il accède au pouvoir en 2019, il lance l'idée de la gratuité. Eh bien, les autres n'avaient jamais cru. Merci. Or, c'est inscrit dans la Constitution depuis 2006. Merci beaucoup, M. Deo Bizibou Balola, qui est donc secrétaire général adjoint de l'UDPS, parti politique au pouvoir. Alors, Maître Blanchard Mongoba, la question de l'Est. Monsieur Deo Bizibou vient de peindre un tableau qui est totalement réluisant. Il dit que, comparé à l'endroit d'où nous venons jusqu'au jour d'aujourd'hui, la situation est quand même reluisante. C'est-à-dire que le chef de l'État est en train de fournir des efforts pour que la situation, le Congo, puisse revenir, la RDC puisse revêtir sa plus belle robe en ce qui concerne la question de l'insécurité. Quel est votre point de vue à ce sujet? D'abord, je commencerai par dire que lorsque mon collaborateur, M. Deo, parle de des années de gâchis, il parle de rond-point, il faut faire noter que ça n'a pas été imposé par le peuple congolais. C'était la volonté de deux hommes, M. Kabila et M. Tshisekedi. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir de leur propre turpitude. Donc, ils ont accepté de se mettre ensemble parce qu'ils ont estimé qu'ils allaient donner le meilleur d'eux-mêmes, mais malheureusement, ça n'a pas donné le résultat escompté. Donc, ils doivent mettre ça dans leur actif. Ça a échoué parce qu'ils se sont décidés de se mettre ensemble sans tenir compte, effectivement, de ce que l'un et l'autre pouvaient donner pour ça n'était pas une contrainte constitutionnelle. Le chef pas du tout, parce que la Constitution donne la possibilité d'aller en cohabitation comme de se placer en coalition. Et ils avaient opté pour la coalition et ils doivent assumer. Donc, c'est dans leur bilan, ils doivent les comptabiliser, ils doivent en tout cas assumer cela. Deuxième mise au point, très souvent, les gens parlent de M. Mouzito comme étant Premier ministre de M. Kabila. Effectivement, Adolphe Mouzito était ministre Premier ministre, même ministre du budget lorsque Kabila était au pouvoir. Mais Adolphe Mouzito n'a jamais été ministre ou membre du PPRD du parti de M. Joseph Kabila. Monsieur Adolphe Mouzito s'est retrouvé Premier ministre dans le cadre d'une coalition, un peu comme le FCC et le CACH avec Monsieur Tshisekedi. Et en ce moment-là, c'est le patriarche Antoine Gizenga qui avait signé avec Kabila. Et Adolphe Mouzito, puisque fidèle à son leader, fidèle à son parti politique, il a répondu. Mais ce qu'il faut faire noter, c'est que lorsqu'il arrive, il n'a pas seulement bénéficié de cet accord, mais il a apporté le meilleur de lui-même pour donner la vie à cet accord entre Kabila et Gizenga. La preuve, c'est que lorsque Adolphe Mouzito, déjà comme ministre du budget, arrive au pouvoir en 2007-2008, il trouve un budget de 800 millions de dollars. Il a fallu, en tant que ministre du budget, voir comment préparer le terrain de manière à nous amener vers un décollage. Et lorsqu'il quitte en 2012 comme ministre, Premier ministre, il laisse un budget de 3,5 milliards. Donc c'est pour dire que pendant le quinquennat, tout en étant en alliance avec Kabila, alors que ça n'a pas mis fin à la corruption. Non. Au détournement, non, je sais que une armée brassée, mixée. En 2009, l'accord de 2009 de CNDP a été signé pendant que Mouzito était Premier ministre. Non, Dan, c'est très important. C'est-à-dire que Mouzito a trouvé un budget de 800 millions et il est quadruple
il multiplie par 4, ce qui donne un pourcentage de 300. Mais maintenant, parce que quelque part, M. Deo a dit, le pays, en tout cas, nous venons du gouffre. Effectivement, nous venons du gouffre. Pourquoi, vous savez? Parce que depuis 1960, les Congos, nous, comme élite de ces pays, quand je parle de nous, je vois nos aînés, je vois nos parents, ils ont détruit l'économie. Tout ce que le blanc a laissé, ça a été bousillé, ça a été bouffé par nos aînés. Ce qui fait que lorsque le nouveau animateur arrive, l'élite arrive, l'élite a une conscience, il doit commencer par travailler. Et c'est ce que l'équipe Mouzito, par exemple, a fait. Il a travaillé pour nous sortir, par exemple, de la dette extérieure publique de 14 milliards de dollars. Il nous a sorti du budget de millions pour commencer aujourd'hui à parler de budget de milliards. Il a fallu le gouvernement de Mouzito. Il a trouvé une armée qui était presque, en tout cas, abandonnée. Et il a fallu, parce que pour construire une armée, il faut avoir un budget. Et tout a commencé par là, avec le 300% du budget accumulé ou augmenté par le gouvernement. Quels sont les éléments, quels sont les facteurs les plus forts qui donneraient de la supériorité à Adolphe Mouzito vis-à-vis de Félix Tshisekedi? C'est quoi les éléments qui, aujourd'hui, sous lesquels la population peut se fier pour voter Adolphe Mouzito par rapport à Félix Tshisekedi? Déjà, le premier élément, c'est là où nous parlons du budget. Parce que nous ne pouvons pas faire la politique sans jeter un coup d'œil sur le fonctionnement, la situation économique. Or, sur le plan économique, j'ai démontré ici qu'Adolphe Mouzito, là où il quadruple le budget, aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a fait que tripler les budgets. Là où Adolphe Mouzito avait augmenté de 300%, le gouvernement, l'équipe, en tout cas coordonnée ou l'équipe pilotée par M. Tshisekedi comme chef de l'exécutif, n'a fait que augmenter de 200%. Ça montre déjà qu'il y a une différence dans la manière de faire. Pourtant, aujourd'hui, nous sentons qu'il y a de perspectives avec la possibilité, avec l'augmentation de minerais, tout ça, on pouvait aller au-delà, mais on a senti que ça tournait quelque part. Lorsqu'on parle même de la gratuité de l'enseignement, effectivement, à l'époque de Mouzito, on ne pouvait pas appliquer à la lettre la gratuité de l'enseignement parce qu'il fallait tenir compte de la situation d'où nous venions. Où est-ce que nous nous sommes retrouvés? Parce qu'il fallait apurer la dette extérieure publique. Il fallait, et c'est ce qui a même donné à ce que nous puissions avoir, en tout cas, ce qu'on a appelé le service de la dette, le fait que ça a été enlevé, ça a permis à ce que nous puissions bénéficier de projets de construction de 1000 écoles et autres. Malheureusement, ça aussi, ça a été détourné. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu un travail en amont avec le gouvernement Mouzito qui a permis aujourd'hui à ce que les autres viennent parler du budget en termes de milliards, de l'accroissement et tant d'autres. Donc, je reviens pour dire que... Pour finir, oui. Aujourd'hui, parlons de la sécurité. S'il faut dire que nous avions évolué dans nos relations ou dans la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays, moi, je continue à me poser la question parce que on continue toujours à compter des morts dans la partie est. Lorsque le Nouvel Élan et Adolphe Mouzito, à l'époque, nous disions qu'il fallait mettre en place une armée responsable, c'est-à-dire équiper nos FARDC pour qu'ils aillent mater toutes ces forces négatives-là, mettre hors état de nuire le Rwanda, les gens estimaient que non, il fallait continuer à coopérer avec Kagame. Lorsque nos amis se réveillent en retard, on sent qu'on a perdu déjà autant de millions de Congolais. Mais on n'a pas présenté des excuses au peuple congolais. Mais aujourd'hui, on veut quand même se rebuffer pour dire que non, nous devons aller. Non, moi je pense qu'il faut proposer de manière concrète. De manière concrète, nous disons par exemple par rapport à la situation de l'Est, que non seulement qu'il faut faire la guerre, mais il faut aussi ériger un mur de séparation. Et ça, quand même, je reconnais, M. Félix Tshisekedi a recouru à cette idée d'Adolphe Mouzito, publiée dans sa 28e tribune, de construire un mur de séparation. Malheureusement, il n'avait pas cité à Brazzaville la source qui est Adolphe Mouzito de cette idée. Monsieur Adolphe, Monsieur Deo Bizibou, je vous donne la parole. Alors, avant que vous puissiez continuer sur les éléments qui peuvent permettre à ceux qui pourront pousser les Congolais à voter le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est-ce que cette coalition de l'opposition pour la désignation de Moïse Katumbi, comment vous réussissez? Ça vous fait peur? Comment ça peut nous faire peur, nous qui avons donné autant de liberté à ses compatriotes?
il a des compatriotes, je disais qu'il a des compatriotes, il a des personnes dans ce pays qui ne pouvaient plus mettre, qui ne mettaient plus pied dans ce pays. Là, parmi ces opposants-là, il y en a qui étaient en prison que Fils Tshisekedi a sorti. Vous savez que son avènement au pouvoir, que ces messieurs et ces dames sont sortis de la prison. Ils sont libres de parler, d'aller poser la candidature contre lui. Ils sont même libres de contester sa candidature déposée à la CENI, vous avez vécu. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Nous sommes dans la démocratie. C'est la démocratie pour laquelle, effectivement, l'UDPS, derrière Feu-Étienne Tshisekedi au Mulumba, nous sommes battus exactement. Mais nous, ça fait nous constatons que le combat de Félix-Antoine Tshisekedi commence et fait notre père a porté ses fruits. Et les opposants, ils en bénéficient. Il n'y a pas de souci. Laissez-moi dire d'abord que... Le social aujourd'hui, le taux d'échange aujourd'hui... Permettez-moi d'arriver, de parler d'abord des mots. Le social. Est-ce que vous avez réussi... Mon co-débatteur parlait de... Du point de vue social. Il a été d'accord avec moi que le pays vient du gouffre, de très loin. Et c'est là que j'ai une notion très importante que parfois je développe. C'est comme ça que moi, au lieu de parler des classes politiques, je parle des classes politiques. En fait. Parce qu'on ne peut pas concevoir que tout ce Dieu anéantit ce Congo ici, qu'on soit en train de se plaindre si nous avions vraiment la classe politique. Ah non. Classe veut dire les meilleurs. Moi, je prends plutôt la classe parce que si Dieu doit nous juger, nous les Congolais, et surtout quand on dit on est politique, parce que quand on est politique, eh ben, on a la part des responsabilités, on a la plus grande part des responsabilités dans la direction des affaires de l'État et du pays. Donc, vous gérez la population. Nous avons, lorsqu'il parlait de la coalition FCC-Cash, autant il nous dit d'endosser cette responsabilité-là de 2 ans, autant je lui dis aussi d'endosser la responsabilité de la coalition qu'ils avaient avec M. Joseph Kabangé à l'époque quand M. Mozito était Premier ministre. Ça veut dire, pas nous parlons de l'Est. Le mixage, le brassage, où nous avons vu des Rwandais dans l'armée congolaise, où nous avons vu un certain Nkunda, un certain le Terminator, qu'on a arrêté, qui est allé à la haie pour dire que je ne suis pas congolais, je suis plutôt rwandais. Voyez-vous? Mais c'est à l'époque de qui? Mozito, Premier ministre. Il y a eu ces accords là. En ce moment-là. 2009. Exactement. Donc il faut assumer. On avait voulu construire une armée forte. Comment construire une armée forte lorsque vous avez accepté que des Rwandais Mozito a participé à la fragilisation de l'armée. Absolument. Absolument. Et parce qu'on parle aussi donc, il faut assumer cette responsabilité-là à ce niveau-là. Donc, M. Mozito... Est-ce que le peuple était au cœur de votre action gouvernementale? Le peuple d'abord. Est-ce que vous... Du point de vue social, qu'est-ce qui a été concrètement fait pour 100 millions de Congolais? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, M. Dan. Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup de choses. Lorsque Félix-Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, je parle d'abord de la gratuité de l'enseignement. Quand vous voyez ce que les parents donnaient à l'époque pour que l'enfant aille à l'école, aujourd'hui vous entrez dans les villages, peut-être en ville on ne sent pas ça beaucoup, trop fort, mais à l'intérieur du pays, il y a des provinces tout entières où vous n'avez pas d'usine. Nous sommes par exemple à Kwango et consorts. Vous n'avez pas une usine, vous n'avez pas... Mais les grands employeurs là-bas, c'est l'État. Et lorsque l'enseignant est payé... On dénonce un peu la qualité de l'enseignement. J'arrive. La qualité de l'enseignement. On ne peut pas tout avoir du coup. On ne saurait pas tout avoir du coup. Pourquoi? Mais vaut la quantité que la qualité. J'arrive. Oui. D'abord, c'est quoi? Là où il n'y avait rien, un enfant 5 millions, 6 millions qui n'avait plus accès à la salle de classe. Dans la salle de classe. On va faire maintenant le constat que, ok, on en a maintenant plus, il faut multiplier le nombre de classes. Et c'est pourquoi exactement, quand le chef de l'État arrive à concevoir le programme de 145 territoires, vous trouvez qu'il y a le nombre d'écoles, effectivement, qu'on est en train, donc le nombre s'accroît. Et donc ces nombres-là, l'insuffisance des infrastructures est donc prise en compte. Et quand vous voyez l'enseignant, ce qu'il était payé autrefois là-bas. D'abord, nous avons hérité de cela qu'on appelait ici dans ce pays, NU, par milliers. Parfois de manière péjorative, et on les appelait les NU. Donc c'est-à-dire, voilà, nouvelles unités.
Mais c'est par centaines de milliers que ces personnes-là ont été mécanisées et la situation a été régularisée. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans nos villages, on n'avait plus de chèvres dans nos villages parce que chaque mois, les parents devaient vendre chèvres, moutons et consorts pour pouvoir payer la scolarité des enfants. Combien de kilomètres de route vous avez construit? Combien de kilomètres de route? Il y en a beaucoup. Combien? Il y en a beaucoup. De façon chiffrée. Parlons seulement à Kinshasa. Et chaque jour, ça évolue. Regardez à Kinshasa ce que sont devenus les infrastructures. Il y a des avenues qui n'étaient plus jamais fréquentées depuis l'indépendance, qui sont aujourd'hui en train d'être refaites. Vous avez, prenons Elengesa. C'est vers les années 1900, je pense, les années 1990 que on prenait le transport Victoire, Elengesa et consorts. Mais cette route n'existait plus. Quand vous arrivez à Lemba aujourd'hui, Lemba, la voirie interne, on l'a fait. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant cette année, pendant ce mandat ici. Alors, sur le plan social, je vous ai dit que tous ces agents de l'État, tous ces enseignants là-bas, l'argent qui leur est payé chaque mois, il va où? C'est dans les ménages. Les parents qui ne payent plus la scolarité, cet argent, ce qu'il économise là, il met où? C'est dans son ménage. Donc on a évolué. Quand on dit le peuple d'abord, n'oublions pas que le peuple d'abord, l'homme c'est d'abord l'éducation qu'il reçoit. Et de ce côté-là, je pense que nous sommes en train d'évoluer. Comme j'ai dit, on ne saurait pas tout avoir du coup. Nous sommes au niveau, nous sommes maintenant là, au niveau de en disant 100 cases, 100 cases. Il suffit que vous, tel que vous êtes ici, on vous dit que vous n'avez pas passé la nuit aujourd'hui. Cette émission, on ne saurait pas la présenter. Là, voilà pourquoi j'insiste sur la défense du Congo, avant toute chose. D'abord le Congo. Et comme vous savez, ce Congo a prouvé depuis très très longtemps. Regardez, je faisais allusion à la guerre de Nkundabatwa et Montebus lorsque Bukavu était tombé. On a vécu le Congo entier mobilisé, de l'est à l'ouest, nord-sud, pour dire ok, nous sommes un seul pays. Et aucun centimètre de ce pays ne doit échapper à nous Congolais. Et voilà, donc je pense que les choses sont en train d'aller. D'accord. Eh ben, le chef de l'État a dit clairement, autrefois dans son dernier discours à la nation, sur l'état de la nation, il disait, on va faire le choix entre partir de zéro. Ou consolider, consolider les acquis. Voilà, ou bien consolider les acquis qui sont déjà là. Merci beaucoup. Je pense que les Congolais qui voient là où nous sommes en train d'aller, lui feront davantage confiance. Donc, confiance et pour un second mandat. Merci beaucoup, M. Deo Mizibou. Maître Blanchard Mongoba. Adolphe Muzito a eu le privilège d'être Premier ministre, donc il a l'expérience d'avoir géré le pays. Quels sont les points faibles d'Adolphe Muzito aujourd'hui? Les choses qui peuvent faire en sorte que Muzito ne soit pas élu comme président de la République? C'est sa compétence et sa probité. Les points faibles? Effectivement, ce sont là ses points faibles. Donc, ce qui peut constituer le point faible pour certains, c'est justement ce qui est le point fort pour nous, c'est-à-dire sa compétence et sa probité. Ce qui fait que, par moments, certains le trouvent compliqué, certains trouvent qu'il est, comme on dit généralement, le Congolais est trop logique, alors ils préfèrent aller ailleurs. C'est ça, justement, le point faible d'Adolphe Muzito. Mais je voudrais quand même revenir sur quelque chose. La question de l'Est. Oui, mon co-débatteur a parlé de l'endossement. Effectivement, nous endossons le fait que Adolphe Muzito ait travaillé avec M. Kabila. Ça, nous ne l'avions jamais nié. Mais le problème, c'est que même dans la Bible, on parle du degré des responsabilités. Parce que n'oubliez pas que la Constitution parle... Ce n'était pas de votre faute. La Constitution parle de collaboration et de domaines exclusifs. Le Premier ministre a ses domaines où il est le patron, mais le domaine, par exemple, de la défense, eh bien, sont là les domaines qu'il partage et le président de la République a toujours une prédominance dans ces domaines-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute personne qui vous parle de la situation de l'Est, des accords secrets, de tout ce qu'il y a eu, Moutebousi et autres, personne ne vous présentera un document ou un décret signé par le Premier ministre Adolphe Muzito. Personne. Donc, s'il existe des accords... L'action gouvernementale, c'est lui le patron de l'action gouvernementale. Mais n'oubliez pas que l'exécutif a deux têtes. Dans notre Constitution, le président de la République est membre de l'exécutif et chef de l'État. Mais le Premier ministre est aussi dans l'exécutif. Mais son chef, c'est le président de la République. Vous savez, en France, on parle du régime orléaniste.
Le régime orléaniste en faisait référence à Orléans, hein, le roi Orléans. Et en ces moments-là, lorsque vous vous retrouvez comme Premier ministre, vous êtes appelé à répondre non seulement devant le Parlement, mais aussi vous êtes responsable, vous répondez devant le chef de l'État. Ce qui fait que dans le domaine de la défense, le président de la République dans notre pays a une prédominance, ce qui fait que lorsque, qui peut le plus, peut le moins, lorsque le président de la République décide et le Premier ministre n'a pas le pouvoir et ne peut pas décider de façon plus concrète, Maître Blanchard Mongomba, vous voulez dire que l'accord de 2009 avec le CNDP, ce n'était pas Adolphe Muzito qui était l'auteur ou qui était la manœuvre de la signature de cet accord, c'est plutôt Joseph Kabila. Voilà pourquoi je vous dis que personne ne pourra se présenter ici avec un quelconque document officiel ou non officiel signé par M. Adolphe Muzito. Il n'a aucune responsabilité dans cela, aucune. Si je dis aucune, ça ne serait pas honnête, mais je dirais que la responsabilité ici, c'est en termes de degré. Ouais. Adolphe Muzito, comme membre du gouvernement, c'est vrai, il peut avoir sa part de responsabilité. Chef du gouvernement, oui. Pour lequel il dépendait, il avait une hiérarchie qui est le chef de l'État, qui lui, constitutionnellement parlant, a un contrôle sur le plan de la défense. Ouais. Donc, c'est le chef de l'État qui a le contrôle sur ces points-là. Donc, ça, c'est très, très important. Parce que les gens, lorsqu'ils évoquent cette situation, ils pensent que non. Adolphe Muzito, là où il avait le contrôle plus ou moins aisé, il a démontré, je vous ai présenté par... Puisque n'oubliez pas, sur le plan de la défense, Adolphe Muzito a effectué un déplacement dans l'Est de la République démocratique du Congo à cette époque. Il est allé trouver que l'argent qu'on envoyait aux militaires, cet argent était détourné par les généraux, par les officiers qui étaient protégés par certaines autorités. Il est allé trouver la ration qui était achetée et envoyée pour soutenir le militaire qui allait au front, vendu dans les marchés pirates par les mamans. Et il fait passer ça à la RTNC une fois, et puis on a interdit à la RTNC de faire passer ces genres d'images. Adolphe Muzito a fait une communication. Mon co-débatteur est de l'Est, il connaît bien ce que je suis en train de dire ici. Donc c'est pour vous montrer que le président de la République, M. Joseph Kabila, avait un contrôle tel que dans ces domaines-là, il ne pouvait pas laisser main libre à son Premier ministre parce qu'il avait ses intérêts à lui dans ce secteur-là. Voilà pourquoi déjà à cette époque-là, Adolphe Muzito parlait de gouvernement parallèle. Mais maintenant, je reviens pour dire que là où il pouvait démontrer sa technicité au-delà de, en tout cas, des interférences politiques de son chef, il avait démontré, je vous ai parlé de la dette extérieure publique, je vous ai parlé du budget, je vous ai parlé du PIB, je vous ai parlé, même ici, lorsque mon co-débatteur parle de NP, mais il faut dire que ça commençait déjà avec Adolphe Muzito, parce qu'à l'époque, il y avait plus de 600 000 NP. Plus de 600 000. Mais Adolphe Muzito, lorsqu'il arrive, il se bat pour réduire près de 400 000 NP. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est là où je dis que le Congo présentait de perspectives telles qu'aujourd'hui, voir le chiffre réalisé par le gouvernement Tshisekedi, je me dis, on pourrait aller au-delà s'il y avait de la technicité. Mais on a senti qu'ils n'ont pas pu donner plus que ce qu'on pouvait s'y attendre parce qu'il n'y avait pas justement un plan bien élaboré pour nous faire décoller, pour aller de l'avant. Lorsqu'il parle de route, mais vous savez que le Congo, avec le tracé colonial, nous avons 58 000 kilomètres prévus pour asphaltage sur le plan, en tout cas, de route d'intérêt national. Jusqu'à ce jour, nous n'avons que plus ou moins 3 000. Donc, le 5% de ce qui devrait être, en tout cas, construit, asphalté. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on nous en parle, on ne nous donne pas tous ces détails-là en termes de chiffres. Donc c'est pour montrer qu'on n'a pas... Pourtant, les budgets ont évolué. Pourtant, on nous dit qu'il y a eu des augmentations. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas aussi augmenté en termes d'infrastructures? Parce que lorsqu'on parle même de 145 territoires, on peut construire des bâtiments dans ces territoires, on peut construire des marchés, on peut construire des écoles. Mais s'il n'y a pas de route qui relie ces territoires avec d'autres, qui relie ces territoires avec des agglomérations importantes, là où circule l'argent, là où il y a de banques, comment ces gens-là vont se développer? On nous parle de salaire, c'est bien bon, mais il faut faire l'équivalence avec l'augmentation du budget
l'augmentation des salaires du personnel d'en haut, c'est-à-dire des institutions, le chef des institutions, et le fonctionnaire qui travaille au jour le jour, mais qui gagne peu. On ne peut pas, ici... Il y a augmentation des salaires. Non, mais c'est comme ça que je dis. Lorsqu'on parle de l'augmentation des salaires, c'est une bonne chose. Ça, c'est connu. Que l'on nous dise aussi l'augmentation de ce que les députés, ce que le ministre, ce que les membres du cabinet touchent. Merci Parce que beaucoup. si l'augmentation s'était faite dans la même proportion que ce que les députés, les membres de cabinet, les ministres, le président, le chef de l'État et tous les autres gagnent, je pense que ça pouvait aider l'économie et ça pouvait améliorer les sociales de notre peuple. Merci Mais malheureusement, on s'est préoccupé plus. Parce que ça, Vital Kamerhe l'avait dit. Il a dit au procès 100 jours, il dit, moi, je multipliais les salaires, j'ai amené les tels messieurs au niveau du cabinet, il touchait 1000 $, mais j'ai augmenté son salaire, aujourd'hui il touche 12 000 $. Il a cité, il a donné le chiffre. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas se soucier parce que quelque chose que monsieur, mon co-débatteur, a terminé par ça. Répartir à zéro. Lorsque monsieur Tshisekedi disait que non, si vous ne voulez pas continuer dans cet élan, nous risquons de répartir à zéro. Mais comment répartir à zéro? Parce que monsieur Tshisekedi lui-même, lorsqu'il arrive, il ne trouve pas zéro. Il a trouvé qu'il y avait un budget. Il a trouvé qu'il y avait un PIB. Il a trouvé qu'il y avait quand même quelque chose sur le plan de la sécurité. Il a tout détruit. Non, parce qu'il dit que si vous ne votez pas pour moi, si vous votez pour quelqu'un d'autre, on va répartir à zéro. Non, nous n'allons pas répartir à zéro parce qu'avant lui, il y a eu quelque chose qui s'était fait. Et après lui, on aura aussi à faire quelque chose. Donc, nous pensons que le peuple congolais, puisque nous sommes pendant la campagne, il peut voter pour le numéro 24 qui est Adolphe Mouzito. D'accord. Il a démontré quoi il était capable. Et aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons faire mieux par rapport au gouvernement, au régime Tshisekedi. Merci beaucoup, Maître Blanchard. Monsieur Deo Bizibou, j'ai posé la même question à Maître Blanchard tantôt. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut connaître les points faibles du président Tshisekedi, si on peut chercher à comprendre les aspects qu'il doit corriger de sa gouvernance, l'expérience qu'il a acquise pendant ces 5 ans, quels sont les points faibles qu'il doit corriger s'il est parvenu à être élu? Je pense que les points faibles, ce ne sont pas vraiment des points faibles, comme je dois dire. La RDC est une et indivisible. Et la population est étonnante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.